Je me présente très rapidement parce qu'il semblait qu'on avait un problème technique de microphone. Je suis l'ancien vice-président pour la recherche et le développement. Ma formation, je suis vétérinaire. J'ai fait ma carrière à l'Institut Pasteur et ici, essentiellement sur les maladies transmissibles des animaux à l'homme. Donc, ce qui passe avec le corona est exactement dans ma spécialité. Je viens commencer en disant que tout le monde vivait l'expérience d'un épidémiologiste débutant que j'étais dans les années 70, en suivant les cas, en voyant combien de nouveaux cas dans tel pays, combien de personnes sont décédées dans tel pays ou tel pays. Chaque année, ce même phénomène se produit pour la grippe et personne n'ouvre les journaux, et les journaux ne parlent pas de ça. Et je voudrais un peu vous rassurer, même si les chiffres ne sont pas les mêmes que la grippe, le fait d'être accroché et de suivre comme ça au jour le jour tous ces numéros fait qu'on est un petit peu tous stressés, y compris moi, parce que c'est vraiment beaucoup de numéros. Alors voilà, je vais vous présenter un petit peu quels sont les vrais risques, disons, connus sur ce qui a été publié jusqu'à aujourd'hui. Et je dois vous dire que je lis à peu près tout ce qui est publié, même ce qui est pré-publié. Donc, si on regarde sur ce qui se passe avec la maladie qui s'appelle Covid-19, et le virus s'appelle SARS nouveau numéro 2, qui attaque-t-il et qui sont les gens les plus sensibles? D'après la dernière publication que j'ai pu trouver sur 4500 cas décrits en Chine, vous voyez sur ce tableau très bien que ce sont les gens de 70 ans à 80 et plus qui sont les plus atteints. Les gens, la classe d'âge de 0 à 9 ans, il n'y a pas eu un seul cas mortel. De 10 à 19 ans, il y a eu 1 ou 2 cas qui sont même discutables. De 20 à 29 ans, très peu de cas. Vous voyez, la grippe tue dans ces âges-là 0,1% de la population. Et donc là, on est à peu près au même ordre de grandeur. Maintenant, avec l'âge qui progresse, la mortalité, le risque de mortalité est beaucoup plus élevé. Et comme vous voyez, le plus élevé, c'est après 70 ans ou disons même déjà dès 60 ans, on arrive à des chiffres qui sont des probabilités de mortalité beaucoup plus élevées. Bien sûr, vous me direz, pourquoi pas tout le monde si tout le monde est exposé au virus? Eh bien, c'est comme dans beaucoup de maladies infectieuses, tout le monde n'est pas égal, malheureusement, et tout le monde n'a pas la même chance. Ça dépend de la quantité de virus que vous avez eu au départ, ça dépend du jour et de la façon dont vous vous sentiez le jour où vous avez été contaminé, ça dépend aussi des maladies que vous avez. Par exemple, il est clair que les gens qui décèdent sont souvent avec des maladies cardiovasculaires existantes, avec un diabète, avec de l'hypertension. Pour les autres maladies, il n'y a pas de risque connu aujourd'hui. Peut-être les choses changeront-ils. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que entre 0 et 59 ans, la situation dramatique qui est la mort, par exemple, elle est de l'ordre de grandeur un petit peu plus grande ou un petit peu plus faible que la grippe annuelle. Alors, il faut s'inquiéter à partir de 60 ans uniquement. Et là, je vous montre ce qui s'est passé donc en Chine et ce qui se passe dans le monde en fait. Et comme vous pouvez le voir en bleu, très bien, ce sont les cas déclarés en Chine avec un pic qui est dû au fait ici d'un changement de définition. Mais en gros, si vous suivez la courbe, on est comme ça,
d'Autriche, etc., de Chinois qui rentrent à la maison avec la maladie. Et la maladie a disparu. Par contre, si vous regardez le reste des cas dans les colonnes en jaune, les restes des cas dans les colonnes en jaune en dehors de la Chine, vous pouvez voir qu'on est en progression qui ressemble à ce qui s'est passé au départ en Chine, et même d'une façon, je dirais, même plus violente que ce qui s'est passé en Chine, beaucoup plus aiguë. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les Chinois ont réussi à contenir la maladie, qu'ils ont réussi à la distribuer quand même dans le monde entier, et que nous avons en Europe essentiellement une situation épidémique beaucoup plus aiguë que ce qu'elle était en Chine. Donc, on va revoir après ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire. La plupart des gouvernements européens ont décidé cette technique que je vais traduire, c'est la distanciation sociale. Et en disant et en fermant les écoles, il faut comprendre la chose suivante. Une personne malade, sa probabilité de transmettre le virus est de le transmettre à 3 personnes pour ce virus-là. Chaque virus a sa particularité, donc c'est un virus qui est très transmissible, puisque chaque malade, en moyenne, peut le transmettre en 3 personnes. L'idée est que si on arrive à diminuer le nombre de personnes contaminées par un malade, même s'il s'ignore, un malade qui n'est pas forcément symptomatique, on arrive à diminuer ce nombre de 3 et on arrive à le descendre en dessous de 1, à ce moment-là, l'épidémie disparaît. C'est ce que les Chinois ont fait en confinant toute la région de Hubei. 50 millions de personnes n'ont pas pu bouger pendant un mois et l'épidémie s'est arrêtée parce que le virus ne trouve plus de nouveaux hôtes, de nouvelles personnes qui n'ont pas eu déjà le virus, et il part. Un des risques de cette technique, et c'est cette technique sans vouloir le dire vraiment, ou en disant, si quand même, je crois que le président Macron l'a dit assez clairement, c'est cette technique donc qui est l'idée de baisser le plateau, ne pas avoir ce pic-là, plutôt avec un pic de ce genre-là pour étaler les cas, et en sachant que si notre capacité ou notre pouvoir de traitement, les possibilités de traitement sont à peu près au niveau de la phrase où j'ai écrit social distancing, eh bien on reste toujours en deçà du maximum des capacités médicales hospitalières pour traiter les gens. Et c'est ça le secret. Si on traite tous les gens, on a moins de morts que si on ne les traite pas. Surtout dans la classe d'âge que je vous ai montré, entre 50 ou 60 et 80 plus. Donc c'est ça la technique aujourd'hui, disons la stratégie de la plupart des pays, c'est de fermer les écoles, c'est de prévenir les déplacements. Moins on se déplace, moins il y a de gens. Le virus lui-même n'a pas de jambes, donc pour se déplacer, il a besoin de gens. Et si les gens ne se déplacent pas, eh bien, ils ne se déplacent pas. Et à ce moment-là, on diminue son pouvoir de contamination. Et si on arrive à descendre en dessous de 1, eh bien, il se dilue et il disparaît. Un des dangers de cette technique ou de cette stratégie est que tout le monde ne sera pas exposé, ne sera pas exposé au virus, et donc il n'y aura pas d'immunité grégataire, dont j'en parlerai dans 2 minutes. Et donc on peut avoir quelques mois après une résurgence et qui sera en général moins grave, mais qui peut être assez importante, et puis après à nouveau l'épidémie pourra disparaître. Pour la peste, ce que je vous montre ici, c'est passé en 3 ans, pas en quelques mois, en 3 ans dans toute l'Europe. Il a fallu de 1346 jusqu'en 1349, en gros, que toute l'Europe soit contaminée par la peste. À l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens de transport qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, grâce à l'avion, grâce au train, ça va beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on voit des choses se développer dans toute l'Europe dans un temps beaucoup plus restreint. Mais encore une fois, rappelez-vous que la peste a tué
30%, 40% de la population européenne, et le coronavirus, dans les estimations les plus pessimistes, tuera au maximum 5% de la population, dont la majorité sont des gens qui seront à la retraite. Alors, voilà ce qu'ont fait les différents pays. Par exemple, l'Iran n'a rien fait et on voit que les choses ont monté. L'Italie n'a rien fait au départ et a perdu le contrôle. Mais par contre, un pays comme la Corée du Sud a tout de suite mis en confinement les foyers. Dès que les premiers foyers sont apparus, vous voyez, il y a beaucoup de cas parce que d'abord, ils font beaucoup de tests, beaucoup plus. Ils font chaque jour entre 10 et 15 000 tests, alors qu'en Europe, on fait entre 1 000 et 2 000 tests par jour au maximum. La Corée du Sud, en faisant beaucoup de tests et en confinant tout de suite les foyers, réussit à avoir une courbe, vous voyez, raisonnable par rapport à l'Italie. Et eux ont été contaminés beaucoup plus tôt. Ils ont été contaminés dès le mois de janvier, dès la mi-janvier, alors que l'Europe n'a été contaminée que vers la fin janvier en général. Donc, on voit qu'effectivement, les méthodologies de distancement, plus d'isolement et de diagnostic, je dirais sauvage, de diagnostic important, pas uniquement les gens qui sont très malades. En Corée du Sud, il y a des postes, comme dans les postes à essence, où toute personne peut venir se faire tester. Ça se discute si c'est nécessaire, mais si vous voulez, le fait est qu'ils ont une bonne idée de ce qui se passe et qu'ils peuvent confiner d'une façon sérieuse tous les gens. On va voir d'autres exemples et on va essayer de comprendre aussi dans les autres exemples comment se fait-il que, par exemple, d'autres pays comme le Japon, qui ont été contaminés très, très, très tôt, leur courbe, vous voyez, est rampante. Que Hong Kong, elle est encore plus rampante. Et si je mettais, je ne l'ai pas mis là, mais si on avait Singapour, ça serait à peu près identique à cette courbe-là. Qu'ont fait ces pays comme le Japon, Hong Kong, Singapour, Taïwan, encore mieux, pour contenir la maladie? Voilà un exemple pour vous montrer l'efficacité du nombre de tests et du confinement immédiat de tous les gens qui sont malades ou suspects d'être malades ou d'avoir été en contact. Voilà la courbe des nouveaux cas en Corée. Vous voyez, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, mais ça a bien démarré, surtout grâce à deux groupes, des églises, des réunions. Il faut voir que effectivement, ils sont en train de. En testant les gens, vous voyez, on a beaucoup plus. Alors, ils sont qu'ils payent pour leurs tests aussi. C'est une catastrophe, ça va risquer de développer d'une façon assez importante. Donc, notre présentation sur l'épidémiologie montre que personne n'est indemne, mais qu'on peut la vivre différemment en fonction des mesures que l'on prend et en fonction du timing. Et là, je ne veux pas faire de reproche à quelque politique que ce soit, parce que personne ne peut dire à l'avance quel est le bon moment pour prendre telle mesure. Ceux qui ont été très très durs, comme Taïwan, qui dès le départ ont pris des mesures, n'ont pas pris de risques. Tous les autres pays ont pris des risques, plus ou moins. La France, donc, a misé un peu sur ce que je vous ai appelé, je vous ai déjà évoqué, l'immunité de groupe ou l'immunité grégaire pour arrêter le coronavirus. Je vais vous expliquer dans 2 minutes ce que ça veut dire. L'Angleterre l'a fait d'une façon très claire. L'Angleterre, on dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont découvert le problème trop tard, ou parce que, comme dans Yes Minister, les fonctionnaires ne peuvent pas décider et que de toute façon, toutes les décisions, quelles qu'elles soient, n'ont aucun sens. Si vous vous rappelez de cette série assez amusante,
Mais en fait, ils ont décidé de jouer sur le fait que le virus va se développer dans les tranches d'âge non à risque. Et cela veut dire que pour avoir un pari ou une stratégie valable et je dirais même éthiquement justifiable, pour ça, il faut protéger les gens à plus haut risque. Et ils ont mis quelques jours, mais aujourd'hui déjà, ils ont commencé à dire que les gens de plus de 70 ans ne devraient plus sortir de chez eux. Alors, les conseiller, ce n'est pas suffisant. Une technique ou une stratégie comme celle-là qui dit laissons le virus faire sa fête sur tous les gens et infecter tous les gens qui ne sont pas à haut risque et fermons les gens qui sont à haut risque nécessite des décisions et aussi des mesures où ces gens qui sont fermés plus de 70 ans comme moi sont sûrs qu'on leur apportera à manger de temps en temps pour qu'ils ne meurent pas de faim. S'ils ne meurent pas de choléra, ils vont mourir soit de faim ou d'ennui. Donc l'idée est qu'on ne ferme pas les écoles. L'Angleterre n'a pas fermé les écoles encore. Et on laisse le virus faire une grande fête, ce que j'appelle, moi j'appelle ça un corona party. Et vous vous rappelez tous que quand on était plus jeune, lorsqu'il n'y avait pas de vaccin, par exemple, contre la varicelle, dès qu'il y avait un cas de varicelle, on invitait tous les copains pour attraper la varicelle et comme ça, on se vaccinait naturellement. Donc ça, c'est la technique que les Britanniques ont prise à l'extrême, que les Français prennent sans vouloir vraiment le dire, mais aussi qui fait partie de la stratégie. Et voilà, je vais vous expliquer comment ça marche, en fait, l'immunité grégaire ou l'immunité de masse. En anglais, on appelle ça herd immunity. Vous voyez tout en haut à gauche, toute une population ici en bonne santé et personne n'a rencontré de virus. Et il y a ici un voyageur qui amène le virus, un autre, et comme personne n'est protégé, tout le monde l'attrape, tout le monde devient rouge. Mais lorsque tout le monde est devenu rouge, ou qu'une partie de la population est protégée, vous voyez en jaune, les petits bonhommes en jaune sont des gens qui ont déjà connu ce virus, soit parce qu'il existait dans le temps, soit parce qu'ils ont été infectés par un virus proche, un cousin, qui donne une protection partielle. Et vous voyez que quand la proportion de gens résistants, j'appellerais, ou immunisés à l'avance est faible, par rapport aux gens non immunisés, ça ne change rien. Tout le monde va être malade. Par contre, lorsqu'on a toute une 60 dans le cas du coronavirus, on pense que c'est à peu près entre 60 et 70% de la population sera immunisée. À ce moment-là, lorsque vient un malade en rouge, il ne trouve personne à qui passer le virus. Et il aura beaucoup de mal à trouver les 30% ou les 25% ou les 35% qui n'ont pas rencontré encore le virus. Donc, vous aurez vacciné toute la population. Et c'est ça le pari que les Britanniques font. Mais pour ça, pour ne pas avoir trop de casse, pour ne pas avoir des mortalités exagérées, pendant cette période-là où on expose tout le monde au virus, pendant cette période-là, il faut protéger tous les gens, par exemple, que j'ai mis en jaune là, il faut les protéger, il faut les fermer, il ne faut pas les laisser dans la rue, il faut les laisser leur dire de rester à la maison. Et je suggérais, mais bien sûr, si vous avez ma voix n'est qu'une petite voix, qu'on offre à tous les gens de 60-70 ans les câbles, avec tous les câbles gratuitement, pour qu'ils passent le prochain mois tranquillement à la maison. Voilà. Comment ça se traduit sur les courbes? Voilà ce que je vous ai dit déjà auparavant et montré sur d'autres courbes. Ça, c'est une courbe théorique. Mais vous voyez ici cette ligne en pointillé horizontale, c'est la capacité du système médical de contenir ou de traiter tous les gens, de ne pas faire de différenciation et de discrimination. Et si donc on arrive à diminuer ce pic, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça bouge, ce pic énorme en un pic qui est beaucoup plus ramassé, beaucoup plus bas, et que le gros de la population, effectivement, ensuite est immunisé,
à ce moment-là, on aura traité tous les gens et les chiffres que je vous ai donnés au départ seront beaucoup plus faibles. On n'aura pas 2-3% de morts de toute la population, on aura 0,5-0,3%, on aura en fait une grosse grippe en mortalité annuelle. Voilà ce que disent les Américains clairement, the worst case scenario, 160 millions à 200 millions d'Américains vont être infectés, pourraient être infectés. D'autres pensent que ça s'arrêtera à 100 millions. Les Américains sont 300 millions, donc ils pensent qu'à 50%, 60% d'infectivité de la population, le virus arrêtera déjà. Et on parle de 480 000 morts si on ne fait strictement rien. Mais je pense que si on isolait les gens âgés, ces 480 000 morts se transformeraient en 20 000 à 30 000 morts maximum, qui correspondrait pour les États-Unis à exactement ce qui se passe chaque année pour la grippe. Et si on avait cette figure, on n'aurait pas de raison de se faire plus de soucis pour le corona que pour la grippe, une fois que nous serons tous immunisés naturellement avant qu'un vaccin arrive. Parce que c'est ça le problème, on n'a pas de vaccin. La grippe, on se sent rassuré, on a un vaccin, mais pas plus de 40% des gens se font vacciner à tort. On devrait avoir beaucoup plus de gens vaccinés contre la grippe. Et on accepte, par exemple, qu'en France, il y a chaque année 2000 morts, 1000, 2000 morts de grippe chaque année, c'est normal. Eh bien, ce n'est pas normal. Eh bien, ici, il faudra accepter aussi 1000 morts après la première vague de vaccination naturelle avant qu'on ait un vaccin. Maintenant, je vais dire deux mots sur le vaccin. Tout le monde espère et prie deux choses en ce moment. Tout le monde prie que le beau temps va faire disparaître le virus et qu'on va avoir un vaccin ou un traitement miracle dans les jours qui viennent. Un vaccin, on a déjà des essais cliniques qui commencent à Washington State, aux États-Unis, un autre qui va sûrement commencer en Europe, en Allemagne. On ne sait pas si ça va marcher d'abord. Soyons optimistes, le vaccin va marcher. Les 20 premières personnes qui l'ont reçu ne vont pas tomber malades, ne vont pas avoir de signes de signes de maladie, quel que soit, dû au vaccin. Avant qu'on estime et qu'on évalue le vaccin, il faudra au moins 3 mois, des dizaines de milliers de vaccinés, et il ne sera disponible que dans 6 mois au plus tôt. Les gens prudents disent 1 an et demi. Donc, on va avoir cette vague de coronavirus sans vaccin. Il faut savoir qu'il va falloir vivre avec ça. Donc, il faut vivre avec ça et ne pas avoir le nombre de morts qu'on a en Italie en ce moment et diminuer ça. La solution, c'est ce que les Anglais proposent pour l'instant, c'est de laisser le virus se répandre dans la population à bas risque et de mettre en quarantaine, mais strict, tous les gens 60 ans plus. Les Anglais disent 70 ans. Moi, je pense qu'il faut 60 ans plus, les mettre en quarantaine pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et leur offrir les câbles gratuitement. Voilà en gros la situation. Je voulais juste vous repérer pour vous montrer où on en est. Et si vous ne l'avez pas vu, l'Italie a dépassé la Chine dans tous les paramètres de rapidité d'expansion, et on reviendra 2 minutes sur les facteurs qui peut-être expliquent ça. Mais regardez en bas, surtout Taïwan en noir. Taïwan, exposé depuis début janvier au coronavirus. Taïwan, c'est quand même 27 millions d'habitants, avec une capitale concentrée, la grande capitale Taipei et sa banlieue de 7 millions d'habitants, donc très concentrée. On a 59 cas avec 1 mort en tout et pour tout. Et qu'est-ce qu'ont fait les Taïwanais? Ils ont pris la politique, la stratégie de l'isolement dès le départ. Chaque personne qui est arrivée a été testée. Ils ont développé leurs propres tests localement. Les gens ont été mis de force dans des hôtels et pas uniquement à la maison. Les gens ont reçu des masques que l'État a fabriqués. Il n'y avait pas assez de masques. Ils ont appelé l'armée. L'armée a fabriqué des masques. Enfin, il y a toute une série.
mais ils n'ont jamais fermé leurs écoles. Donc, eux ont pris la stratégie qu'on connaissait pour les épidémies précédentes du SARS ou du MERS, de dire on va isoler tout de suite les cas, comme ça ne va pas diffuser dans la population, et si on est assez fort, on tiendra le coup jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Ça, c'est la bonne stratégie quand on commence au jour zéro pratiquement. Et les Taïwanais qui avaient l'expérience du SARS ont commencé au jour zéro. Ils avaient une organisation, ils avaient des stocks, ils avaient les hôpitaux, ils ont tout mis en place, ils ont produit le nombre de masques. Tout le monde se balade avec des masques, c'est obligatoire. Et si une école a un cas, on ferme toute la classe. Si une école a 2 cas, on ferme toute l'école. Et on attend 3 semaines avant de rouvrir l'école. Et ils n'ont jamais donc fermé leurs écoles. Ça, c'est la première stratégie qui est trop tard. On ne peut pas la faire en Europe. C'est trop tard. Le virus se balade dans la nature. On ne sait pas comment. On n'a pas de test sérologique pour savoir combien de gens étaient déjà affectés et pour savoir s'ils sont déjà protégés. On n'a aucune idée, on est dans le noir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'est plus dans ce stade où on peut maîtriser les premiers cas. Mais regardez bien la ligne de Taïwan, comment l'efficacité de cette méthode lorsque vous la mettez en place dès le début. Ils ont 38 cas actifs, 20 qui ont récupéré, 59, 6 cas par jour, etc., un mort, etc. Les autres pays, c'est le seul pays qui a fait ça d'une façon sérieuse. Singapour a fait quelque chose de semblable et n'a jamais fermé ses écoles non plus. Donc, qu'est-ce que Taïwan a fait de bien? J'ai fait, excusez-moi en anglais, mais vous comprendrez. Dès le 20 janvier, 3-4 jours après le premier cas, ils ont mis en stock 1 900 000 de masques. Ils ont commencé à les distribuer en limitant le prix à 0,20 cents par masque. Chaque famille avait droit à 3 masques 2 fois par semaine et ils ont préparé 11 100 pièces à pression négative pour mettre des malades graves et les respirateurs qui vont avec. Et ils ont développé leur propre test PCR local qui a permis d'avoir des milliers de tests qui ont été faits localement et qui n'ont pas coûté très cher. Dès que le premier cas arrive le 21, les masques sont distribués. Le 29, le gouvernement pense que les gens à qui on a demandé d'aller en quarantaine lorsqu'ils venaient d'étrangers, ils ont commencé à fermer les frontières. Rappelez-vous, sachez que Taïwan a plus de 300 000 Taïwanais qui vivent en Chine et à Wuhan, dans le Hubei, qui revenaient à l'époque en vacances. Donc tous ces gens-là ont été mis en quarantaine. Ils ont été testés. Regardez, dès février, ils avaient 1300 tests par jour pour une petite population. Et ensuite, la seule chose pour relâcher un peu la courbe et essayer de limiter et de voir, ils ont fermé 10 jours de plus les écoles pendant les vacances scolaires habituelles. Mais les écoles ont été rouvertes. Et comme je vous ai dit, si une école a un cas, toute la classe est mise en quarantaine. Si l'école a 2 cas, toute l'école est mise en quarantaine. Et on a distribué des téléphones obligatoires à chacun du gouvernement pour permettre de suivre les gens en quarantaine. Chaque personne en quarantaine recevait un téléphone et ce téléphone devait être ouvert. S'il était éteint, et tout de suite, l'équipe d'épidémiologistes vient et donne une amende jusqu'à $10 000 par personne qui n'a pas respecté la quarantaine. Donc, tout le monde a bien respecté la quarantaine. Personne n'est sorti. Et ça réussit. Et ça n'était possible, on donne ça comme cas de figure, ça n'était possible que si on travaillait dans les premiers cas. Je vous rappelle, 59 cas depuis le 21 janvier seulement. Maintenant, où y a-t-il un peu d'espoir? Moi, je pense qu'on a oublié, mais il y a d'autres coronavirus moins méchants qui s'appellent des corona de rhinite, corona d'hiver ou de printemps, qui sont connus depuis les années 60, 70, et tout le monde qui a un enfant à la crèche, à l'école, et qui voit son enfant revenir avec une stalactite, ça coule du nez, tout ça. Il y a 3 sortes de virus qui provoquent ça. Il y a des rhinovirus, il y a le RSV, un autre virus, et il y a des coronas, des anciens coronas.
Et parmi ces anciens corona, il y en a deux qui s'appellent, un notamment qui s'appelle OC43, qui a des antigènes, des propriétés communes avec le corona du Covid-19, ce nouveau corona qui est, lui, beaucoup plus mortel. Ces vieux coronas provoquent des bronchites, des rhinites, un petit peu des maux de gorge, surtout le nez coule, et en général, les gens s'en sortent très bien. Et je vous montre une étude qui a été faite en Israël chez les enfants et qui vous montre la distribution de ces différents virus. Et vous voyez, le plus important, c'est justement ce virus OC43 qui a beaucoup de choses communes au point de vue présentation antigénique et mode de pénétration par rapport au nouveau corona. Et voilà la courbe. Alors, pourquoi c'est optimiste? Il y a quelque chose d'optimiste. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les enfants ne souffrent pas. On ne comprend pas pourquoi les enfants ont peu de maladies. On ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas plus contaminés. Eh bien, moi, je pense que c'est une possibilité. Que c'est les enfants ont été exposés à ces virus-là, qui ont quelque chose en commun avec le nouveau virus, et ça les protège. Pour ça, il faudra le prouver, et bien sûr, dans les mois qui viennent, en faisant une étude sérologique, en voyant dans le sérum des gens qui n'ont pas été malades, s'ils avaient des anticorps contre ces anciens virus, on aurait pu déjà l'avoir si on avait eu un organisme comme l'OMS un peu plus dynamique et un peu plus réveillé, ils auraient pu déjà pousser ce genre d'études et de développer les kits de diagnostic pour la sérologie, et ce qui ne sont toujours pas encore commercialement disponibles. Et ça, je crois que c'est un grand défaut de nos organismes, de ne pas avoir pensé à ça. Ces vieux jeux, c'est pas comme la biologie moléculaire où on fait des PCR et tout est immédiatement, on a le plaisir immédiat d'avoir le résultat. Ici, ça ne marche qu'après que la personne a été infectée et dans les 15 jours qui suivent, on peut vraiment voir s'il a été déjà infecté dans le passé et s'il a été malade ou pas. Donc, une des possibilités, c'est que ces virus-là protègent. Je vais vous montrer, ces virus-là, ils sont essentiellement chez les enfants, vous voyez ces barres, entre 0 et 10, il y a un petit pic 21-30 et 41-50, c'est les parents qui ont ça quand leurs enfants vont dans les crèches ou à l'école. Le côté moins optimiste de la présence de ces virus et de leur propriété proche du corona actuel, c'est que c'est des virus qui fonctionnent aussi en avril-mai, comme vous pouvez le voir sur cette courbe. Ils ne sont pas que des virus d'hiver. Donc l'optimisme que le corona va disparaître avec l'été, il doit être pondéré par ce que l'on sait sur d'autres coronas qui n'ont pas forcément disparu l'été. Mais leur présence peut-être est la raison pour laquelle nos enfants sont protégés. Et je vais vous donner un autre exemple qui est peut-être un concours de circonstances ou peut-être qui est la vérité. Regardez-moi, vous regardez en gris, ici, vous avez les provinces et en blanc du Japon où il n'y a pas eu encore un seul cas, où il y a eu juste un ou deux cas. Et cette province-là que je vous montre en gris, qui s'appelle Yamakata, Gata, est une province où il y a eu deux cas, en fait un cas. Alors que vous voyez, c'est pas très loin de Tokyo, c'est pas très loin, le pays est relié, c'est un pays producteur, les gens sont concentrés dans une plaine qui borde la mer et donc même s'il n'y a qu'1 million de gens, ils sont très concentrés. Et il y a d'autres États à côté qui ont beaucoup plus de cas. Eh bien, il se trouve que dans cet État, et c'est une hypothèse, il se trouve que dans cet État, non, je n'ai pas, pardon, je n'ai pas une seconde, la diapositive. Il se trouve que dans cet État, il y a eu une épidémie, voilà, si c'est là, c'est une épidémie de coronavirus ancien du type 43. Et donc, on peut espérer que cette protection qu'ils ont vient de cette ancienne protection. Donc, en fait, ce que je vais conclure avec ça, et je vais vous laisser les questions, c'est que
voilà, ça c'est ma dernière slide optimiste, c'est que peut-être effectivement les anciens corona qui sont pas très méchants, qui font ces rhinites, qui sont embêtants, un petit peu de fièvre, le nez coule, c'est pas joli, les parents l'attrapent. Il serait intéressant de voir si dans les gens qui aujourd'hui sont exposés et font une maladie grave ou une maladie moins grave, ça a un rapport avec le fait qu'ils ont des enfants en crèche ou que des grands-parents qui ne font pas de maladie grave, qui sont occupés de leurs petits-enfants qui étaient en crèche. On le saura dans quelques mois en faisant des études sérologiques. Maintenant, je crois avoir suffisamment parlé et je vais essayer avec cette technologie, méthodologie que je ne connais pas très bien, d'essayer de vous donner la parole. Si vous avez des questions, je serai contente de répondre, mais pour ça, il faudrait que je voie les gens poser des questions. Voilà, 3 forces. Je vais essayer de voir comment on fait pour 3 participants qui ont levé leur main, 2 participants. Comment on fait pour ouvrir les participants? Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Oui, parlez. Monsieur Ilan Safran, vous vouliez poser une question? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je voulais juste vous poser la question par rapport à la méthode que Israël a pris pour. On a l'impression que c'est un peu entre ce qu'a fait le Taïwan et ce que font l'Europe, c'est-à-dire qu'ils sont en train de commencer à bloquer, mais ça se fait par étapes, c'est pas été directement. Qu'est-ce que vous pensez par rapport de cette méthode? Oui. Si je parle maintenant, on m'entend. Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Bon, très bien. Alors, tout le monde doit m'entendre, je suppose. Israël a pris, comme toujours en Israël, ce qu'il y avait au moment où il y avait. Il n'y avait pas de pensée. Sachez que Taïwan a vécu le SARS. Taïwan avait un organisme dormant qui était prêt à répondre à une épidémie comme ça. En Israël, on n'avait pas ça. Donc, on a pris les mesures au fur et à mesure. Au début, vous savez, on est méditerranéen, on n'y croyait pas, les prières, ça va nous aider. Puis, petit à petit, quand les choses sont venues sérieuses, les gens du ministère de la Santé et les gens ont commencé à s'énerver, ont commencé à prendre des mesures plus sérieuses. On ne peut pas dire qu'on est entre Taïwan et l'Italie ou la France, on est, disons, une France améliorée, mais pas beaucoup plus, parce que je ne pense pas qu'on ait beaucoup de respirateurs de réserve, par exemple. Alors qu'en France, il y a plus de 5-6 000 respirateurs. En Israël, s'il y en a 1000, c'est le maximum. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien. J'ai entendu la réponse. Merci beaucoup. Alors, je vous mets en silence, je passe à une autre personne. Mario Pecheni. Mario? Mario? Vous m'entendez? Non. Alors, on va passer. Mario? Allô? Oui? Oui. Vous avez une question? Vous Non. m'entendez? Allô? Oui, Pas encore? je vous entends. Oui, je voudrais vous poser la question concernant le VIH, s'il y a un rapport de protection peut-être des antirétroviraux, parce qu'on n'entend pas cette population comme particulièrement vulnérable au coronavirus. Vous parlez du HIV, du VIH. D'abord, les gens aujourd'hui traités avec du VIH, ils ne sont pas plus sensibles que les autres à notre connaissance. On n'a pas de données pour savoir si c'est un groupe à risque. S'ils pensent qu'ils sont un groupe à risque parce que leurs cellules T sont baissées, ils doivent faire la même chose que les gens au-dessus de 70 ans, c'est sûr. Mais on pensait au départ que certains cocktails contre le VIH, la VIH marcherait, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Donc, il vaut mieux, s'ils se sentent en danger, de se protéger. Alors, Catherine Belay. Catherine? Catherine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez, professeur? Maintenant, je vous entends.
Bonjour, contente de vous voir. Je voulais vous demander si... Je vous entends plus là. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Maintenant, oui. Bon, je voulais vous poser la question, est-ce que des vaccins du type existant déjà en France, comme Prévenard ou Pneumovax, peuvent être aussi une réponse pour minimiser l'action, ou est-ce que c'est de toute façon déjà trop tard pour se vacciner? Non, pas du tout. C'est une très bonne question. Dans toutes les maladies virales graves, pulmonaires, il y a presque tout le temps une surinfection de pneumocoque. Alors, si vous avez, et il ne faut pas vous déplacer pour ça, si ce n'est pas dangereux, ce n'est pas mauvais de recevoir le Prévenard si vous ne l'avez jamais eu. Si vous avez plus de 60 ans, c'est une bonne chose. De toute façon, c'est une bonne chose en général. Mais ce n'est pas trop tard pour se faire vacciner si vous vous mettez pas au risque. C'est-à-dire si vous n'allez pas faire de la queue avec plein de gens pour avoir le truc, etc., le vaccin, si vous pouvez l'avoir d'une façon safe. Ok, ok, merci. Au revoir. Au revoir. Viviane. Non, c'est un mute. Attendez. Viviana. Viviane. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Écoutez, je voulais savoir, on parle beaucoup de la température à laquelle le virus peut être tué, donc le coronavirus, le Covid-19. Et il y en a qui disent 40, d'autres qui disent 54. Enfin, je voulais savoir quelle était la température à laquelle. Est-ce qu'on peut savoir ça? Oui, tous ces virus en enveloppe ne sont pas très résistants à une température élevée, à 60 degrés, tous vont mourir après 5 minutes, mais je ne vois pas pourquoi je ne comprends pas très bien. Parce que certains disent qu'en allant dans des saunas ou en faisant comme ça, on pourrait se protéger. Non, c'est illusoire. Non, si votre température corporelle arrive à 40, 42 degrés pendant longtemps, vous allez vous tuer, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Non, non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, d'accord. Je voulais savoir. Donc, c'était un faux. N'allez surtout pas dans les endroits comme les saunas où l'autre personne était là juste avant vous. Non, non, mais si on est… Oui, bien sûr, d'accord. Et les jacuzzis, ça ne sert à rien. D'accord. Et puis une autre chose, est-ce que quand on a, par exemple, quelqu'un nous envoie sur nous disons, le virus, est-ce qu'il tombe et il meurt sur le sol ou pas? Combien de temps il reste sur le sol, par exemple, ou sur des objets? Oui, on a eu des petites idées. Il a l'air dans les… Voilà. Ce virus-là, s'il se diffusait par aérosol, il ne se diffuse pas par aérosol. Donc, il se diffuse par gouttelettes. Voilà. Ça veut dire que c'est gros les gouttelettes. L'aérosol, c'est très fin, ça peut aller des dizaines de mètres de la personne qui fait apchou. Une gouttelette, ça ne dépasse pas 2 mètres. Donc, les gouttelettes qu'une personne malade peut produire et qui ont des virus vont tomber dans les 2 mètres entre elle et les 2 mètres. Donc, il faut être à 2 mètres d'une personne. Ça, il faut respecter les distances. C'est très important. Et ce virus va tomber sur le sol. Comme il est dans des gouttelettes, il est enveloppé avec du mucus, avec différentes choses. S'il était nu, il ne tiendrait pas le coup longtemps. Mais comme il est enveloppé dans du mucus, dans des productions bronchiales que vous avez faites, il peut durer plusieurs jours par terre. Oui. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il faut bien se laver les mains et bien s'essuyer les pieds en rentrant à la maison. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quindi va per terra, ma non… Sì, no, va per terra e bisogna tenere le scarpe fuori. Ah, vive. Viviana? Oui. Non, Viviana, c'est moi. Non, Viviana, non. bonsoir. 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 Alors, j'ai 2 questions. La première, on a parlé avant du Prénavit 13, mais en général, si on fait un vaccin et on a déjà la maladie sans le savoir,
ça peut être dangereux. Alors, comme il y a une longue période d'incubation et on ne sait pas d'être malade, est-ce qu'il y a des risques en prenant le vaccin? Vous avez, pourquoi je dis que même si on a des bons résultats dès le départ, ça va prendre du temps pour savoir si on a un vrai vaccin. Parce qu'il y a plusieurs choses. Vous avez soulevé un cas. Est-ce que quelqu'un qui incube, c'est pas si long que ça, hein, c'est entre 3 et 5 jours. Est-ce que quelqu'un qui incube la maladie, s'il est vacciné, est-ce que ça risque d'exacerber ou de le protéger? C'est une question tout à fait justifiée, votre question. On connaît des vaccins comme celui du dengue, où la vaccination a accéléré la maladie. Et parce que c'est aussi un peu la pathologie du dengue, c'est que plus on est exposé, plus on risque de faire une maladie grave parce qu'on fait une réponse immunitaire trop forte. Donc ça, on ne sait pas. On saura uniquement en testant et en descendant petit à petit sur le terrain. Mais c'est une très bonne question. Donc, il y a un petit risque en prenant les Prenavit 13. Pardon? Allô? Vous m'entendez? Oui. Alors, je dis, il y a un petit risque en prenant les vaccins Prenavit 13. Prévenard 13. Le Prévenard? Non. Oui. Non, pas de risque. Non, il fait un peu mal. Moi, je l'ai eu il y a 4 ans. On le conseille une seule fois après 65 ans. Quand j'ai eu 66 ans, je l'ai eu parce que la Copatrolim, notre agence de soins ici, vous invite à vous faire soigner et à recevoir. Je suis allé, je l'ai reçu. C'est vrai qu'on le sent pendant 2-3 jours parce qu'il y a des adjuvants dedans, mais c'est bon, ça stimule un système immunitaire. OK. Et une question. Allô? Oui? Je voulais savoir, vous avez dit, mais je n'ai pas entendu, pourquoi en Italie, qui est mon pays, le virus a été tellement virulent, plus que dans d'autres pays? D'abord, on ne sait pas si le virus est plus virulent, la maladie et l'épidémie est plus dramatique. Je ne pense pas que le virus soit plus virulent. Écoutez, il n'y a pas d'explication aujourd'hui, on la saura dans 2-3 ans, mais on peut faire des paris. On peut dire c'est une population âgée qui n'a pas beaucoup d'enfants à l'école et dans les crèches. Donc, les parents, il y a peu, disons, le nombre de parents qui ont été infectés par des virus d'enfants, etc., est peut-être très faible, si mon hypothèse est juste, et encore plus faible chez les grands-parents, puisqu'il y a très peu de grands-parents avec des petits-enfants qui sont avec eux jour et nuit ou tous les jours et d'une façon constante et toute l'année pour avoir tous les virus des enfants. Donc ça, c'est une théorie. L'autre, c'est vraiment une malchance et ça démarrait dans un hôpital à l'époque où on ne pensait pas que ça était aussi infectieux, que l'infectivité, que la contagiosité de ce virus était aussi importante et ça a fait une tache d'huile. Et l'Italie n'a pas fait la politique de Taïwan autour de ces villes avec du départ et de cet hôpital du départ en fermant tout, en bloquant tout et en bloquant tout le monde. Et donc, ça s'est étalé et je pense que l'Italie, comme la plupart de l'Europe, du moins l'Europe du Sud, sont un peu fatalistes et je crois qu'il y a encore des jeunes qui essayent de se balader en Italie et ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas à cause de la médecine. Monsieur Zach Cohen? Allô, on m'entend? Oui, je vous entends. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. J'aimerais vous poser 2 questions. D'abord, il y a quelques années, j'ai eu la grippe H1N1 et je m'en suis sorti. J'aimerais savoir si ça m'immunise ou si ça m'aide à affronter le coronavirus. Et aussi, je voudrais rebondir sur la question de Dylan que vous avez eu en premier. Pour savoir en fait aujourd'hui que les niveaux les standards utilisés par Israël de confinement et en gros
comment dire, toutes les mesures faites pour attaquer le coronavirus, est-ce qu'elles sont au niveau qu'on attend d'un pays développé? Oui. Alors, pour votre première question, le fait que vous avez survécu à la H1N1, ça veut dire que vous êtes en bonne forme et ça veut dire que vous n'êtes pas, ça ne vous protège pas contre le nouveau corona, mais ça veut dire que votre système immunitaire, votre force, vous avez été très malade quand même, non? Ah oui, c'était très très dur. C'est dur, hein? Moi, j'ai aussi fait une grippe il y a 2 ans et j'avais jamais, je suis vacciné, hein? Et donc, étant vacciné, je suis pas allé à l'hôpital et je me suis soigné tout seul en me relaxant, mais j'avais l'impression qu'on me passait de la paille de fer dans les poumons. C'était vraiment très désagréable. Moi, je me souviens surtout des hallucinations assez terribles que j'avais eues et que, comment dire, la personne qui m'avait infecté et une personne que j'avais infectée m'avait fait part de la même chose. En fait, qu'il y a des hallucinations assez dingues, on ne se rend pas compte si c'est la réalité ou si c'est un rêve que l'on vit. C'est à ce moment-là vraiment que je me suis rendu compte que c'était plutôt dur. Oui, moi, ça a duré 24 heures et ça s'est arrêté parce que j'étais bien vacciné, malheureusement. Et donc, ça veut dire, si vous n'avez pas eu plus, si vous me parlez aujourd'hui, c'est que vous avez survécu ça et qu'il y a toutes les chances, vu votre voix, que vous ne soyez pas dans le groupe à risque et que vous résisterez à une infection. Mais elle peut être aussi difficile. Il y a, quand je dis que le risque est plus faible, je ne veux pas dire qu'elle est toujours bénigne, même pour des gens de 30 ans, 40 ans. Il y a des gens qui, à 30, 40 ans, il y en a qui meurent. Mais si on regarde la probabilité et le nombre de gens qui meurent entre 30 et 40 ans, c'est moins que la grippe, comme la grippe. Donc, si vous avez vécu, vous vivrez encore. Répondre à votre deuxième question, à quel niveau elle est? Un niveau, je dirais, très moyen. On a arrêté les choses, on a fait des choses sans aller jusqu'au bout, on a demandé des quarantaines sans vraiment tout le temps vérifier, en faisant des vérifications de sondage, on n'a pas assez de tests, on n'a pas fait le test, les tests comme on a fait en Corée ou à Taïwan ou à Singapour, dans tous les contacts. Donc on a une idée très vague et on s'est remis au bon Dieu en espérant qu'on ne va pas avoir un truc trop dramatique. Et on s'est réveillé, le ministère de la Santé s'est réveillé il y a quelques jours seulement, sérieusement, et c'est seulement maintenant qu'on prend des choses au sérieux. Et je pense que, je ne sais pas si ce soir ou demain, je pourrais faire demain ce webinaire de l'université, parce que je pense qu'on va enfin dire aux gens de mon âge de ne pas dire, être des gens, toute la population pendant 15 ans. J'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut être réinfecté par le coronavirus? On n'a aucune idée. Tout ce qu'on sait, parce qu'on n'a pas assez de recul, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des gens qui étaient guéris. Qu'est-ce que ça veut dire guéris? Ils n'avaient plus de symptômes, ils n'avaient plus de virus dans leur gorge quand on testait la présence de virus dans la gorge. Et 3 semaines après, on a retrouvé chez ces gens-là à nouveau un peu de virus dans la gorge, mais ils n'étaient pas malades. Alors on ne sait même pas, disons, les premières données montrent qu'ils n'ont pas contaminé le grand monde, ou ils n'ont pas recontaminé les gens, mais ils n'étaient pas malades. Donc il y a de bonnes chances, je vois avec les autres coronavirus qu'on connaît, comme ceux des enfants, moi j'ai eu mes périodes de sinusite, rhinite, bronchite, quand mes enfants sont allés à la maternelle jusqu'à à peu près au cours moyen, supérieur au cours moyen 2, etc. Et quand mes petits-enfants, après j'ai eu 20 ans de répit, puis j'ai eu un boost quand mes petits-enfants ont commencé à aller dans les mêmes classes et que j'allais les chercher, j'ai attrapé tous leurs trucs. Et donc, je pense que ceux qui ont fait un coronavirus Covid, ont fait la maladie Covid-19, il y a toutes les chances qu'ils soient protégés. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais ils seront protégés pour quelque temps. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Vous aussi. Ça va? Edmond.
Où est-ce qu'il est? Edmond? Ah, Edmond, tu ne peux pas parler parce que tu as une vieille version, me dit l'ordinateur. Nathalie? Allô? Non? Nathalie, m'entend? Non, on va réessayer Edmond. Non. Edmond, tu ne peux pas parler. Edmond? Béatrice, on va voir aussi. Béatrice a un... Béatrice? Non plus. Nathalie? Allô? Oui, Nathalie? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, je suis Charlotte, mais merci professeur de votre intervention. J'avais une question sur le virus en lui-même. Oui. On a entendu dire qu'en fait, il y aurait deux souches de Covid-19. Oui. Celui qui serait d'origine animale, donc qui a été effectivement diffusé en Chine dans la région du Han, et un autre qui serait mutant, qui serait celui qui serait aujourd'hui en Italie et qui serait beaucoup plus méchant pour, enfin, aurait plus. Non, oui. Non, on n'a aucune preuve. Je connais l'article qui a montré, qui a sous-entendu ça. Il y a un seul article qui a été publié. Il était très mauvais, avec une méthodologie très mauvaise. Et la plupart des scientifiques qui l'ont réagi ont dit que l'analyse n'est pas debout. Peut-être que c'est vrai, mais ce n'est pas avec l'analyse qui a été faite qu'on peut le dire. Donc, nous, on voit ça, on voit, si vous voulez, des pays comme Taïwan, Corée, le Japon, où il y a eu des importations sans arrêt pendant des mois et des mois, on ne voit pas une différence. Et au niveau moléculaire, les différences qu'on voit sont… Salut Edmond, enfin tu t'es un jour. Une seconde. Les différences qu'on voit au niveau moléculaire, elles correspondent tout à fait à la fréquence dans pour ce virus-là. Donc non. Rien ne me prouve ça. Rien. Merci. Bonjour, c'est Nathalie de Botton. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Nathalie. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes une famille française qui habitons en Angleterre et on est complètement perdu au niveau des écoles parce qu'on a des enfants de 12, 10 et 4. Et est-ce qu'on fait la méthode française de notre côté et en Angleterre et on n'envoie pas les enfants à l'école? Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce qu'on écoute les directives du gouvernement anglais? Si vous habitez en Angleterre, je pense qu'il faut écouter ce que les Anglais disent. Si vous habitez en France, il faut faire comme les Français. D'accord. Donc, on ne se protège pas plus? Je vais vous dire, je ne sais pas quel âge vous avez, et si vous avez moins de 40 ans. Si vous avez moins de 50 ans, que vous êtes en bonne forme physique, vos risques sont comme les risques que vous avez chaque année vis-à-vis de la grippe, pas plus. OK? Ce que vous devez protéger, c'est tous les gens âgés que vous connaissez, il ne faut plus aller les voir. Si vous avez des enfants à l'école, n'allez plus voir, n'envoyez pas vos enfants les voir, et vous-même n'allez plus les voir. Restez confinés le plus possible pour éviter de diffuser trop rapidement le virus. C'est tout, pour vous protéger. Donc, on ne protège pas la communauté, l'entièreté de la communauté en nous n'allant pas à l'école. Si vos enfants ne vont pas à l'école, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas augmenter, s'ils sont de rares enfants, ça ne va pas augmenter ni baisser la herd immunity. Mais je pense que vous aurez tort parce que ils vont grandir et si un jour ça revient, ils ne seront pas protégés. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Je vais mettre Edmond qui… Mario. Où est-ce qu'il est, Edmond? Je l'ai perdu. Vous pouvez me trouver? On peut poser une question en attendant que Edmond… Oui, bien sûr, allez-y. Je voudrais vous demander à propos des approches, quelles approches thérapeutiques sont mises en place
par les laboratoires. J'aurais entendu que des médicaments contre le paludisme ou la malaria seraient efficaces, a priori, contre le corona. Oui, alors il y a un médicament, un seul, qui s'appelle la chloroquine, qui est le plus vieux médicament, un des plus vieux, qu'on n'utilisait plus à un moment parce qu'il y avait trop de parasites de la malaria résistants à ce médicament. Ce médicament a l'air de marcher très bien sur des modèles animaux, mais surtout à titre préventif. Aujourd'hui, il est utilisé à titre, comment dirais, humanitaire, d'essai. Quand on n'a rien à perdre, on l'essaye. Je pense que c'est une erreur. On devrait le donner à titre préventif à beaucoup de gens qui sont à risque, notamment le corps médical. Parce que quand je vous ai montré tout à l'heure les gens à risque, c'est les gens à risque pour un inoculum, une quantité raisonnable de virus. Même un vaccin qui marche bien, si vous mettez une tonne de virus sur la personne bien vaccinée, il tombera malade quand même. Donc, pour des doses normales, on devrait protéger les médecins, le corps médical, les infirmières, tous les gens autour. Je pense qu'on devrait aujourd'hui déjà leur donner des prophylaxies. En plus, cette chloroquine, elle se donne pour des mois. En Afrique, elle se donne encore. On connaît bien son activité, on connaît bien sa toxicité, on connaît bien son innocuité relativement pour toute la population. Et donc, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on rate un peu. Et si j'étais ministre de la Santé, je distribuerais de la chloroquine à tout le personnel médical. Et à propos de nouvelles recherches, de nouveaux traitements, y a-t-il déjà des avancées? Rien du tout. Vous savez, le traitement, les antiviraux, il y en a un qui avait été développé pour l'Ebola, qui a été testé et qui est en train d'être testé depuis déjà quelques temps. Il y a quelques malades qui se sont portés bien mieux après l'avoir reçu, mais c'est vraiment très préliminaire. Et comme je pense que c'est déjà testé depuis plus de 15 jours en Chine, vous savez, on a un principe dans ces essais cliniques double aveugle, c'est que si on voit tout d'un coup qu'il se passe quelque chose d'important, on arrête l'essai et on ouvre les codes pour voir s'il y a un traitement, si le traitement a aidé ou a empiré. Et si on peut le voir, si on voit qu'il y a tout de suite des différences. Pour l'instant, ils n'ont pas ouvert les codes. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand le vaccin contre l'hépatite A a été développé, il a été testé dans les synagogues, dans les yeshivot aux États-Unis. Et après un mois, on pensait ouvrir les codes après 6 mois. Après un mois, on a ouvert les codes parce qu'il était tellement efficace, il n'y avait plus ceux qui recevaient, il y avait tout d'un coup une yeshiva contrôle qui recevait pas, il y avait l'hépatite A. La yeshiva qui ne savait pas qu'elle recevait le vaccin, il n'y avait pas un cas. Donc, on a arrêté, on a ouvert les codes au bout d'un mois parce qu'il y avait une grosse différence. Là, je n'ai pas encore vu de tendance. Ça aide peut-être, mais moi, je ne suis pas trop optimiste sur le traitement avec ça. Par contre, il y a un traitement qui empêche la réaction inflammatoire à la fin du processus pathologique. La personne meurt parce qu'elle s'auto-tue, comme dans beaucoup de pathologies. C'est elle-même qui se suicide en produisant une réaction trop violente et elle détruit le poumon qui ne peut plus fonctionner. Et là, il y a trois cas qui ont été décrits par des médecins de Naples. Alors, le problème, c'est que les gens ne croient pas toujours aux Italiens. Ils ont tort. C'est une bonne médecine, c'est des gens sérieux. Et dans ces 3 cas, ils ont montré que des anticorps, c'est un médicament qui existe sur le marché pour d'autres raisons. Cet anticorps ça s'appelle interleukine 6, avait aidé des gens qui étaient en situation critique. Et une cytokine pro-inflammatoire, si je ne me trompe pas. Bien ça? L'interleukine 6, elle fait exploser l'inflammation, elle augmente avec l'explosion. C'est un amplificateur de l'inflammation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très intéressant.
Edmond, tu peux redemander, je ne te vois pas. Hervé, je suis là. Maintenant, le micro fonctionne. Oui, je t'entends maintenant. J'ai mis à jour, voilà, très bien. J'ai mis à jour la version. Voilà, on savait que ce n'était pas à jour. Voilà. Ma question était de voir si tu pouvais nous commenter ton dernier slide sur les retards de pays les uns par rapport aux autres. Est-ce que je peux commenter? Redis ta question, s'il te plaît. Le dernier slide, attends. où on voit le retard des pays par rapport aux autres. Le développement de la maladie d'un pays par rapport aux autres. Attendez. Page 18. J'arrive pas à attendre une seconde. Mes slides sont bloqués là. Une seconde. Je vois. Okay. Tu parles de ça? Le tout dernier, le tout dernier. La toute dernière. Après le Japon. Après le Japon. Oui, ça montre, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que toutes les mesures qui ont été prises ou pas prises sont pas plus dramatiques que ce que font les Britanniques, qui est de ne rien faire. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que demain, ça sera juste. Mais si on voit la courbe d'évolution de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, elles sont à peu près semblables. Et tout ce qui a été fait en bric-à-brac ici ou là ne change pas grand-chose. Et en ce moment, on est en train de dénigrer les Britanniques en disant vous allez dérouiller, vous ne faites rien. Pour l'instant, c'est pas mieux et c'est pas plus mal. Ce qui se passe, c'est que si le pari britannique est juste et qu'ils protègent vite leurs anciens, comme on dit ici, ils n'auront pas trop de morts et le pays sera protégé pour des années. Tandis que maintenant, quand on commence à fermer les gens, à les isoler, une partie pas isolée, on ne sait pas si ça ne va pas redémarrer dans quelques mois, après qu'on aura atteint le pic. D'accord, merci beaucoup. Mais personne ne le sait. Hein. Tout ça, je parlais toujours de politique ou de stratégie, mais on pourrait parler de pari. Tout le monde fait un pari. Et les Taïwanais ont fait un pari qu'ils contrôleraient la maladie en faisant ce qu'ils avaient fait pour le SARS dès les premiers jours. Et ils ont gagné leur pari pour l'instant. Maintenant, on verra dans 3 mois si tout d'un coup ça revient chez eux et qu'ailleurs non. On verra. Merci Hervé. Je crois que tu es le dernier qu'on m'autorise parce que les gens veulent aller à la maison avant le couvre-feu. Et donc rentrer à la maison. Je suis content d'avoir vu. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et j'espère que j'ai répondu à une partie de vos questions. Et si vous avez d'autres questions, je pense que on pourra vous donner mon mail. Je vous répondrai ou je peux vous donner mon mail. Directement. Mon mail, il est très simple, c'est hb@cc.huji.ac.il. Je répète, hb en petites lettres, @cc.huji.ac.il. Que tous soient en bonne santé et protégez vos anciens et protégez-vous vous-même. Il n'est pas nécessaire de se promener trop en ce moment. On n'est pas obligé d'accélérer le processus et de faire un incubateur accéléré. Les choses se passeront vite par elles-mêmes. Bonne soirée à tous.